Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Mon deuxième invité ce soir va nous emmener dans des régions de l'esprit encore inconnues, mais capables de grands prodiges. Et quand je dis inconnu, c'est quelqu'un qui va au bout de son raisonnement et au bout des choses. Antoine Bagadi, bonsoir. Bonsoir. Je vous invite pour votre livre intitulé « Se dépasser pour s'accomplir » qui est paru aux éditions Presse du Châtelet. Vous êtes un ancien athlète de haut niveau. Votre discipline, votre sport, c'était le karaté, une pratique qui vous a permis de rencontrer de grands maîtres japonais et pour certains d'ailleurs de vous lier d'amitié avec eux. Vous êtes également un scientifique puisque vous êtes biostatisticien au CNRS. Oui. Alors, question d'abord un peu marronnier peut-être, pour vous découvrir un petit peu plus et vous faire découvrir à ceux et celles qui nous écoutent. Qu'est-ce que la pratique du karaté, d'un art martial, vous a apporté dans votre vie ? Écoutez, d'abord, je voulais vous remercier de votre invitation et d'autre part, oui, effectivement, vous répondre par rapport en fait à mon cheminement, d'accord, dans ma vie et notamment, comme vous l'avez bien compris, à partir de la pratique des arts martiaux que j'ai découvert en fait quand j'avais 13 ans, que j'ai abandonné un petit peu après. Et pour le karaté, bien sûr, donc cet art martial japonais. Et donc j'ai repris, mais alors vraiment à fond quand j'étais étudiant. Alors vous dire... en arrivant en équipe de France quand même, il faut le souligner. Oui, certes, oui. Enfin, c'était du karaté contact, je tiens quand même à le préciser. C'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Mais bon, la boxe anglaise, certes, ne me plaisait pas beaucoup. Enfin, je trouvais que dans la pratique du karaté en compétition, eh bien, on pouvait vraiment s'exprimer, quoi, de façon corporelle, bien sûr, et de façon spirituelle surtout, puisqu'en fait, c'est certes l'esprit qui gère nos comportements et notre corps. Donc voilà, pour répondre clairement à votre première interrogation. Le karaté, bien que ayant commencé dans un esprit de compétition, tout en laissant complètement de côté la part spirituelle et philosophique de cet art, parce que c'est bien un art et non pas un sport de combat en tant que tel, eh bien m'a emmené vraiment très très loin. Alors qu'au départ, donc je dirais dans ma méconnaissance de cet art martial, mon but était tout simplement de pratiquer la compétition, me battre, savoir me battre, enfin me débrouiller dans les bagarres, bien sûr, parce que j'étais jeune et je dirais insouciant, naïf et sans réflexion réelle. Oui, des motivations très triviales, quoi. Absolument, c'est ça. Oui, mais ça a très rapidement évolué. Votre premier voyage au Japon n'y est pas complètement étranger, bien entendu. Oui, bien sûr. Et puis là, vous avez fait des rencontres absolument fondamentales pour le reste de votre vie. Alors, certes, j'ai eu cette chance, je dirais, à l'époque, déjà, j'étais effectivement membre de l'équipe de France, mais je précise bien en karaté contact, c'est-à-dire, c'était le combat au KO, cette discipline n'existe plus parce qu'en fait, il y a eu beaucoup trop d'accidents, bref. J'ai effectivement évolué dans cet état d'esprit, mais j'ai été sélectionné, et ça, c'était vraiment une grande chance dans ma vie, j'ai été sélectionné par le ministère Jeunesse et Sport de l'époque, pour cette mission française de karaté au Japon où nous allions rencontrer donc des champions japonais dans les différents clubs. Ce ne sont pas des clubs en fait au sens français. On peut parler de chapelle presque, hein. Oui, disons que c'est plus le temple, le dojo. En fait, on appelle ça le dojo, mais le dojo, ce n'est pas seulement la salle d'entraînement, c'est l'hôtel, en fait, l'hôtel, c'est-à-dire on conserve la mémoire des maîtres de façon très très héréditaire et donc ce n'est pas vraiment la salle d'entraînement, ce n'est pas le club. Donc voilà, et me voilà lancé en fait. Pourquoi? Pour aller me battre, parce que dans mon état d'esprit c'était ça, aller me battre avec les champions japonais. Et très vite, j'ai déchanté, puisque lors de cette mission, d'abord notre capitaine
Prends une raclée mémorable. Pour le premier combat que nous avions, la première rencontre, ça a été vraiment l'horreur, parce qu'on descend donc de Narita Airport. Enfin, je vous raconte un petit peu les détails, parce que celui-ci m'a particulièrement marqué. La délégation de Jeunesse et Sport, disons l'équivalent français au Japon, nous reçoit, mais c'était fabuleux, la réception qu'il y a eu, carrément à l'aéroport, nous emmène dans les embouteillages, c'est un peu Roissy-Paris, quoi. Donc de Narita au centre de Tokyo, et nous avons donc à ce moment-là à peine le temps de déposer nos affaires, nos valises, etc. Nous sommes immédiatement emmenés par Kanazawa Sensei. Les auditeurs qui pratiquent les arts martiaux comprendront très bien qui représente-t-il. C'est le maître illustrissime qui est encore en vie actuellement de l'école Shotokan, donc qui est une parmi tant d'autres, mais qui est très pratiquée en France, puisqu'il y a à peu près 80% d'écoles de karaté ou de clubs de karaté issus du Shotokan, d'accord, et dont Kanazawa Sensei est le maître illustrissime, et avec lequel j'ai eu l'immense chance de m'entraîner non seulement lors de ces stages à Paris, mais surtout au Japon. Et donc nous voilà partis pour un entraînement et la première rencontre. Et la première rencontre a été absolument catastrophique pour l'équipe française, puisque notre capitaine s'est carrément, je le dis clairement, fait broyer la tête, alors que il était quand même déjà champion d'Europe à l'époque, 3e au championnat du monde, donc je veux dire, ce n'était pas une brêle, et je peux vous dire qu'il s'est fait massacrer. Alors vous imaginez un peu le capitaine qui se fait massacrer, et les 5 suivants, dans quel état mental nous pouvions être. Bon, Serge, je vous raconte mon premier combat, mais je vais pas m'étaler, parce que sinon il me faudrait plusieurs jours pour raconter ma vie, tellement cette histoire du Japon me passionne. Et donc mon premier combat, nous étions assis de façon extrêmement religieuse, shintoïste, si je puis dire, donc en seiza, d'accord, comme dans les dojos, ce que pratiquent les judokas ou les karatékas, bref, pour le salut, début, la fin, etc. Et je ne lâchais pas mon adversaire du regard. Mais moi, je faisais 30 kilos de plus que lui. Voilà la différence. Mais certes, lui était dans sa catégorie, il était quand même champion du Japon. Bref, le type s'est senti vraiment très mal, et de façon déloyale, parce qu'en fait, ça a été vraiment déloyal. Moi, j'avais dit, il n'y a aucune raison. Donc, il ne voulait plus combattre avec moi. Oui, il s'est levé, il est allé vomir, le pauvre, et puis bon. Donc, voilà, exactement. J'ai bien raconté. Voilà, c'est ça. Oui. Mais en fait, c'était vraiment psychosomatique, son état. Tout à fait. Et le capitaine a pris sa place, puisque le rôle du capitaine d'une équipe, c'est de prendre la place de l'autre quand, je ne sais pas, il déclare forfait ou autre. Bref. Et là, j'ai été vraiment de façon extrêmement déloyale, de là où je me protégeais la tête pour ne pas prendre de coups en première partie de combat, là je me suis dit je m'en fous, j'y vais le tout pour le tout, et je lui ai balancé ce qu'on appelle Yakutsuki, donc un coup de poing direct à la tête, ce qui est strictement interdit dans les combats de karaté, même dans le traditionnel. Je l'ai frappé à la tête, mais de façon totalement incontrôlé et volontairement incontrôlé. Bon, au moins, j'ai perdu mon combat, certes, mais je ne me suis pas fait écraser sur le tatami. Voilà, tout simplement. Voilà dans quel état d'esprit je commençais en fait cette mission. Ça commençait bien, Voilà, ce qui veut dire que je partais pour gagner les combats, pour frapper du japonais, et c'était la seule chose qui comptait pour moi. Chose qui était vraiment, certes avec du recul, qui était vraiment scandaleux, quoi. Ah, totalement stupide. Voilà. Ah bah oui. Monstrueux même. Monstrueux. Je le reconnais, mais je le reconnais. Bien sûr. Tout à fait. Et voilà comment, en fait, dans quel état d'esprit, quand j'étais jeune ceinture noire, 2e dan, j'étais déjà prof de karaté, enfin je balbutiais, mais en réalité, bon, j'avais préparé, je commençais déjà à préparer les champions. Mais voilà, alors très vite, effectivement, après ce premier combat, quand j'ai découvert un autre dojo, enfin bref, je pense bien le décrire dans mon livre, alors là, ça a été une métamorphose terrible. Au fur et à mesure du temps, donc nous étions quand même plus de 3 semaines
avec cette mission française de karaté au Japon. Et nous avons évolué au travers du Japon dans les plus grands et les plus prestigieux dojos japonais avec des maîtres illustrissimes qui transmettent en fait de génération en génération cet art. Donc voilà, effectivement, j'ai commencé vraiment à me métamorphoser, je dirais, par rapport à l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Alors, qui était effectivement, comme vous le disiez très justement, trivial et de bas niveau finalement. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté philosophiquement et on parlera évidemment de votre marche sur le feu, oui. de douche glacée. Je dis ça de manière un petit peu triviale, mais on rentrera en détail tout à l'heure dans cette expérience, cet exercice que vous vivez régulièrement. Philosophiquement et physiquement, qu'est-ce que vous a apporté? Parce que les deux sont extrêmement liés. Alors, je dirais, physiquement, franchement, pas grand-chose. Je parle toujours de la pratique du karaté au Japon. C'est vrai que, ça je le dis vraiment en toute objectivité, nos entraînements en France, certes, sont vraiment orientés vers la compétition combat. Moi, je rends hommage à mon entraîneur de l'époque, qui était Dominique Valera, qui était très connu dans le milieu, peut-être actuellement beaucoup moins, mais bref, on l'appelait The King. C'était vraiment un très très grand champion français, et l'orientation qu'il donnait en tant qu'entraîneur, pour des gens comme moi à l'époque, c'était vraiment de l'entraînement en compétition pour gagner tous les combats, les matchs, etc. Donc voilà, j'avais une préparation physique absolument hors pair, qui était très très dure, mais qui était quand même un entraînement hors pair avec Dominique. Totalement différent des entraînements japonais, parce qu'en réalité les entraînements physiques japonais passent d'abord par le mental, du moins à cette époque-là. Qu'on essaye quand même de le situer, c'était dans les années 83, donc depuis effectivement il s'est passé et beaucoup de choses se sont transformées. Donc sur le plan physique, je dirais que moi j'avais vraiment ce qu'il fallait à la maison. Ça veut dire que j'avais tout ce qu'il fallait en France. Par contre, certes, pour finir par rapport à l'entraînement physique, au Japon c'était dur quand même, mais de façon différente. Pourquoi? Parce que c'était en fait directement lié au mental. Et en fait, les entraînements au Japon, dans les dojos traditionnels, des grands maîtres, eh bien, on passe par le mental. Pourquoi? Pour tenter de réduire, voire inhiber totalement la sensation de douleur physique, musculaire ou autre. D'accord? Quand on va se taper, par exemple, 50 pompes, 300 abdominaux d'affilée, c'était exactement ça. Eh bien, à un moment donné, vous ne sentez plus la douleur quand vous travaillez avec votre tête, avec votre mental. Donc voilà. Et ça, c'était une chose très très intéressante. Je dirais qui finalement qui s'est révélée, que j'ai découverte vraiment à ce moment-là. Voilà. Par contre, sur le plan mental, justement, j'y viens, puisque j'ai introduit ce facteur mental qui est vraiment fondamental. Quand on le voit même au travers de nos sportifs de haut niveau, quel que soit le domaine sportif, mais vous voyez comment ça se passe. Cette Coupe du Monde de rugby, alors ça y est, la France a battu les All Blacks, ils sont mis sur un piédestal. Je veux dire, au lieu de conserver, je dirais, un état d'esprit réservé, sans éclat, dire effectivement on a gagné une bataille mais pas la guerre, notre but, et il y a un problème français, typiquement français, dans les sports, je dirais, à haut niveau, dans la pratique des sports à haut niveau. C'est ça, c'est dès qu'il y a une victoire, c'est fini. C'est comme si nous avions vaincu le globe. Alors que chez les Japonais, vous avez rapidement appris que la victoire n'est pas un aboutissement, loin de là. Exactement, loin de là. La victoire, en fait, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Je dirais que c'est même je dirais à la limite c'est beaucoup plus pervers, et je m'excuse auprès des auditeurs japonais s'il y en a, j'espère qu'il y en a en tout cas. Je dirais que la victoire dans ce cas-là est beaucoup plus pervers finalement par rapport au sens, je dirais, occidental. Pourquoi? Parce que
c'est une victoire mentale. Et quand la victoire est mentale, c'est ce qui vraiment domine tout. Oui. Quelle que soit la situation, que ça soit pratique du sport ou autre chose, même dans une entreprise, quand vous avez affaire à un chef qui, je dirais, n'a pas sa place, mais qui est en train de je dirais, vous foutre une pression terrible, si vous réussissez à le battre mentalement, ça va être la catastrophe pour lui, parce qu'il sera complètement déstabilisé. Donc ça, c'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est vraiment, ça a été l'essence même de ce que vous avez appris là-bas au Japon et à travers le karaté, à travers vos différents voyages. Voilà, je dirais à travers le karaté, mais il n'y a pas que le karaté, puisque, bon, certes, au Japon, j'avais déjà pratiqué un peu le judo, ici en France. J'avais balbutié quelques petits mouvements d'aïkido, etc. Mais moi, j'ai réellement découvert les arts martiaux, la pratique des arts martiaux au Japon. Donc, effectivement, quand je pense à l'école de Ueshiba Sensei, donc maître Ueshiba, c'était le fils du fondateur de l'aïkido à l'Akikai de Tokyo. Les pratiquants, les budokas, les pratiquants d'arts martiaux vont certainement se reconnaître. Je peux vous dire que là, c'est fini. Quand on rentre dans un dojo, quand ça sent la paille de riz, etc., on entre dans un autre univers, on découvre un autre univers, et qui impose le respect. On ne peut plus rigoler, on ne peut plus... nous sommes obligés de quitter notre mentalité d'occidentale, quoi, tout simplement. Alors effectivement, déjà, là, c'est la première transformation. Ouais. Parce que systématiquement, on retrouve ça. Alors, je ne sais pas actuellement, bon, certes, je suis retourné au Japon, malheureusement, ça fait déjà une 8aine d'années. Bien sûr, j'ai bien l'intention de retourner encore, mais déjà, j'avais senti cette transformation. Je dirais que la pratique des arts martiaux au Japon, par rapport à 1983, s'est terriblement modernisée. S'occidentalisme, malheureusement. Voilà. Donc, maintenant, on voit quoi? Vous savez bien que notamment au karaté, on pratique le karaté technique, on pratique des katas. Les katas, ce sont des séries de mouvements codifiés, etc. Oui. Et bien maintenant, j'ai découvert avec effroi et horreur que ici, les démonstrations à Coubertin donc ici à Paris, on pratique on démontre des katas, donc on évolue dans des katas en musique. Chose qui n'existait pas, qui était absolument inconcevable. Mais ça, ce n'est pas une transformation du karaté par, je dirais, du karaté à la française, pas du tout. Là, c'est le système américain. Oui. Parce qu'effectivement, c'est un show, enfin, vous imaginez un peu ce que... Rester dans le traditionnalisme de la pratique des arts martiaux, c'est foutu, ce n'est plus du spectacle, ce n'est plus rien, et les gens ne s'intéressent pas. Bien sûr, il y a des enjeux financiers, il y a tout un tas de choses autour. Donc, malheureusement, donc quand j'étais en 98, retourné voir mes maîtres, et effectivement, j'avais vu une démonstration comme ça de katas supérieurs, qui sont quand même très très difficiles à exécuter. Eh bien, c'était fait en musique, et pas de musique traditionnelle, du sakura japonaise, etc., le koto japonais, pas du tout. C'était style rap ou, pourquoi pas, pourquoi pas, style rap ou techno musique. Ouais. Alors, Antoine Bagadi, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Se dépasser pour s'accomplir, qui est votre biographie, où vous racontez votre cheminement. C'est paru aux éditions Presse du Châtelet. On a introduit votre rencontre avec le monde du karaté, des arts martiaux en règle générale, de leur subtilité et de leur véritable enseignement qui est sous-jacent à l'aspect physique de ce sport. Oui. Et l'aspect sous-jacent est beaucoup plus important que la partie visible de l'iceberg. Ça vous a ouvert des voies pour vous comprendre vous-même et vous pencher sur certains phénomènes dits entre guillemets extraordinaires ou paranormaux. On verra où est la frontière entre les deux parce que vous avez une vision là-dessus qui est intéressante. Parlons, pour bien comprendre tout ça, de la marche sur le feu.
Oui. Vous êtes détenteur d'un record tout à fait particulier, 60 mètres de marche pieds nus évidemment, hein, Oui. je précise bien, sur des braises chauffées à 800 degrés, sans vous brûler les pieds, bien entendu, vous l'avez fait. Vous l'avez réussi grâce à des exercices que vous avez appris dans le monde des arts martiaux. Alors, expliquez-nous d'abord comment vous avez découvert cette marche sur le feu. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus loin et à battre ce record? Puisque, à la limite, le record, je vais être un peu trivial, mais on s'en fout. Oui. Ce qui vous intéresse, vous, c'est comment j'y suis arrivé, pourquoi j'ai voulu le faire, et ce que ça m'a apporté. Alors, la découverte d'abord de cette marche sur le feu. La découverte de cette marche sur le feu, eh bien, ça a été dans la région de Kyoto, qui est une Nara exactement. Donc, cette région où il y a une foultitude, je dirais, de processions, notamment organisées par des moines du bouddhisme ésotérique, l'on appelle donc cette pratique le Shugendo. Shugendo, la traduction, je dirais, c'est entre guillemets la voie des pouvoirs miraculeux. Bon, il n'y a strictement rien de miraculeux, on le verra tout à l'heure. Cela dit, je respecte parfaitement cette obédience bouddhique. Les moines s'appellent les Yamabushi. Les Yamabushi, la traduction c'est Yama en japonais, ça veut dire montagne. Bushi, c'est le guerrier, donc les guerriers des montagnes. Et en réalité, en lisant même, on peut dire ça par mon collègue Hartmut Rotermund, qui est directeur d'un laboratoire d'histoire des sciences humaines, qui s'est vraiment spécialisé sur le Japon. Donc il décrit dans sa thèse de doctorat dit Yamabushi, c'est en allemand, où il raconte un petit peu l'histoire des Yamabushi qui existe depuis vraiment la nuit des temps, quoi, où il pratique ce type d'ascèse, et notamment la marche sur le feu. Alors effectivement, on voit les moines lors de cette procession, on voit que en fait ce n'est pas du tout un aboutissement, un petit peu aussi ce que j'avais vécu à l'île de la Réunion, je veux dire c'est un passage lors de la procession. Voilà. Mais en réalité, ça a un caractère, parce que j'ai quand même fouillé un petit peu parce que effectivement, voir quelqu'un marcher sur le feu, on se dit mais le mec il est complètement fou. Qu'est-ce qui va se brûler, etc. Non. En fait, il n'est pas fou du tout. Il sait très bien ce qu'il fait. Et comment, en fait, moi, j'étais exactement comme tout le monde. Si vous voyez pour la première fois quelqu'un marcher sur le feu, vous dites, ce mec, il est cinglé, il va se cramer, il va être amputé des deux pieds, etc. Voilà. Mais j'ai tenté de comprendre. Donc, effectivement, il était hors de question de demander aux maîtres de cérémonie et aux moines de pratiquer cette marche sur le feu, qui s'appelle Iwatari Matsuri, donc en japonais. Je m'excuse, j'ai pas vraiment l'accent, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je connais pas l'accent. Je garderai mon accent parisien, voilà. Et donc, effectivement, ce qui m'a vraiment subjugué, si je puis dire, c'est de voir ces petites mamies Yoko, donc ces grands-mères là, traverser l'allée de Braise avec le sourire et leur cabas à la main. En revenant de leur course. Pourquoi? En fait, parce que c'est un état, je dirais, je résume énormément, et je conseille vivement de lire la thèse de doctorat du professeur Hartmut Rotermund, qui est au CNRS. Où en fait c'est disons que cette marche sur le feu a un caractère purificatoire, et purificatoire de l'âme, de l'esprit. Voilà. C'est en gros dans ce sens-là. Oui, alors, mais là on est dans le domaine, là vous nous l'expliquez très bien, de la croyance, on est d'accord, qui est éminemment respectable. Et bien entendu, mais c'est ce que je respecte beaucoup, que je respecte vraiment à partir du moment où on ne l'utilise pas pour d'autres dérives. Et là, on en viendra tout à l'heure. Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà. Vous vous êtes penché donc sur cette marche sur le feu, étant évidemment scientifique, mais également sensibilisé par la philosophie des arts martiaux. Vous avez utilisé une technique de respiration. Alors, pour qu'on comprenne bien, racontez-nous votre tentative réussie. Alors, ma tentative a été vraiment très très simple, mais vraiment tout ce qu'il y a bon, évidemment, je le déconseille vivement aux uns aux autres. Je ne donne pas de recettes de cuisine, loin de là, mais simplement, je me suis dit, bon, ces individus, qu'ils soient moines, maîtres,
une petite mamie Yoko du fin fond du Japon, etc. Nous sommes heureusement, bon, s'il y a, je dirais, Dame Nature a fait de cette façon-là, je ne sais pas, mais nous sommes en tout cas tous électro-biochimiques. Donc, nous avons un cerveau pour raisonner, et n'importe où dans le monde, vous trouverez que ce soit des pygmées, excusez-moi, mais entre guillemets, des sauvages ou autres, l'être humain, enfin l'espèce humaine est partout pareil dans le monde. Oui. Voilà, Oui. d'accord. Donc, je me suis dit, eh ben, allons-y, je vais voir. Moi, j'adore les grandes fêtes, etc. J'adore recevoir des amis, donc et surtout au printemps, quand on peut sortir le petit barbecue. Eh ben, allons-y. Donc, j'ai étalé les braises comme ça, et je me suis dit, bah tiens, je vais faire quelques pas, on va voir ce que ça donne. Oh, grande stupéfaction. J'avais vraiment l'impression, cette sensation très agréable de marcher sur un gazon plus ou moins sec, quoi, disons, ouais, voilà. Mais je m'étais quand même inspiré de leur technique, je dirais auparavant, de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, effectivement, j'ai franchi quelques pas, 4-5 pas. Ce n'était pas grand-chose. Mais par contre, j'avais proposé à mon épouse à l'époque, mon ex-épouse, de faire la même chose. Elle, bien sûr, ne voulait pas. Mais j'ai dit, tu vois bien, bon, on ne se brûle pas, etc. Bon, manque de peau, mais elle s'est brûlée. Elle s'est brûlée. Elle a eu un œdème de 2e degré de brûlure. Bon, pire encore, c'est que mon fils, à l'époque, qui avait 7 ou 8 ans, je lui fais faire la même chose, et c'était l'horreur, parce que là, il a eu des grosses cloques. Donc, c'est pour ça, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, puisque le temps qui nous est imparti est malheureusement compté, j'aimerais qu'on parle de cette plongée dans l'eau glacée également, et de votre de vos conclusions, ce que vous avez retiré de tout ça. Vous, avant d'entamer une longue marche sur le feu, vous vous mettez quand même, parce que c'est ça qui est intéressant, vu de l'extérieur, il y a un mélange d'aspects tout à fait scientifiques et de ce que l'on pourrait croire être spirituel, ce qui ne l'est pas. C'est des techniques que vous mettez en branle pour vous mettre dans un état particulier pour réussir. Oui, alors bon, je vais quand même rectifier un petit peu. Bon, spirituel mais pas mystique déjà. D'accord. Donc là, tout à l'heure, vous parliez de longue respiration, etc. Oui, effectivement. Quand on pratique les arts martiaux, quel que soit l'art martial, n'importe où en Asie, effectivement, tout est consacré sur la respiration. C'est en fait une respiration abdominale, d'accord. L'inspire qui est, je dirais, de 25% et 75% d'expire. Donc voilà, bon, mais ça, tous les pratiquants d'arts martiaux le connaissent. Donc voilà, je dirais même que même le tennisman connaît très bien ça aussi. Donc c'est pour ça que du reste, que quand il envoie sa balle et qu'il shoot, eh bien on l'entend pousser un cri. On appelle ça en japonais kiai. Donc voilà. Alors, mais je dirais, bon, le côté mystique, moi je l'ai carrément écarté. Le côté spirituel, certes. En réalité, bon, là, on en vient à la marche sur le feu. La marche sur le feu. J'ai découvert, certes, cette marche au Japon, qui était, je dirais, bon, dans son mysticisme, dans son ésotérisme. Bon, ça n'avait rien d'une secte, bien sûr, mais bon, c'était quand même assez surprenant. En fait, quoi, quand les petites mamies, enfin c'est ce qui m'avait vraiment marqué, marchent sur l'allée de Braise, elles comptent vraiment sur le moine, je dirais le maître de cérémonie. Donc elle a totalement confiance. On la voit, elle traverse avec un grand sourire, etc. Donc mentalement elle se repose sur l'esprit du moine qui est là à surveiller. Mais c'est quoi en fait en réalité? C'est une maîtrise de ses appréhensions et de ses peurs. Donc effectivement, je dirais l'anesthésie par suggestion de cette dame-là est consécutive à l'ambiance qui règne là, lors de la cérémonie. Mais, je veux dire, vous la laissez toute seule et vous lui demandez de traverser l'allée de Braise, elle ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout réside dans la maîtrise de ses appréhensions et de ses peurs. Alors, la préparation, je dirais qu'une préparation, la respiration, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose.
vraiment. Ouais. Je veux dire, c'est Mhm. se mettre dans un état d'hyperventilation ou, comme je vous disais, une anesthésie par suggestion ou par autosuggestion, voilà, ce genre de choses. Mais ça réside dans quoi? Seulement, je dirais, donc maîtrise de ses appréhensions et de ses peurs. Alors, maintenant, pourquoi quand j'avais étalé là sur 2-3 mètres mon barbecue, j'ai marché sur des braises sans me brûler. En fait, il faut pas oublier que j'étais pratiquant, enfin je suis, mais à cette époque-là encore davantage, pratiquant d'arts martiaux, de karaté. Je faisais mon footing pieds nus, donc une hypertrophie de la couche cornée du pied. Donc en réduisant, mais vraiment totalement, la possibilité de me brûler, quoi. Ouais. Donc, je veux dire, ça c'est vachement important de le souligner. Il n'y a pas bon, certes, le côté spirituel. J'ai découvert ça au Japon, mais j'aurais pu tout de suite le découvrir également à la Réunion. L'état d'esprit. Enfin, je veux dire, si l'action est relativement semblable, que ce soit au Japon ou à la Réunion ou ailleurs. Les modifications spirituelles ou je dirais mystiques sont quand même à mettre en évidence, hein, d'accord. Donc d'un côté on pratique pour telle raison, de l'autre côté de la planète on pratique pour une autre raison. Je vous prendrai un exemple, ça c'était simplement au siècle d'avant, en France, on sautait au-dessus, enfin du moins les jeunes filles, qui étaient, excusez-moi du terme, mesdemoiselles, mesdames, bonnes à marier, sautaient au-dessus du feu de la Saint-Jean. Je ne n'invente rien. Non, c'est une tradition qui perdure encore d'ailleurs. Voilà, ah oui, alors vous voyez, voilà. Donc sauter au-dessus du feu de la Saint-Jean, et si elles atterrissaient de l'autre côté du feu, sans poser leurs pieds sur les braises, du moins sans se brûler, ça veut dire que c'était une preuve de virginité, déjà, et qu'elles étaient bonnes à marier. Oui. Ouais. Alors, pour en revenir à une partie de vos conclusions, vous avez réussi, puisque ce record en atteste, 60 mètres marchés sur des braises à 800 degrés, à comprendre le mécanisme, c'est-à-dire à enlever tout le côté mystique entourant ce genre de cérémonie, à en comprendre le mécanisme physique au sens charnel du terme, à le mettre en action sur vous-même et à parvenir à comprendre comment cela fonctionnait. On est d'accord ? Oui. Hein, voilà, c'était à peu près ça. En revanche, vous avez gardé, et ça je suis sensible à cet argument, l'aspect spirituel, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez tenté et réussi ce record du monde de 60 mètres sur les braises, vous avez observé 1 minute de méditation avec vos élèves karatéka, comme quand on le fait avant de commencer une séance, j'imagine. C'est exact. Alors bon, d'abord pour revenir un petit peu à l'origine de ce record, moi, il fallait absolument que je prouve à certains gourous de secte que finalement n'importe qui, avec je dirais un minimum de précaution, n'importe qui est capable de marcher sur des braises et nul n'est besoin de la présence du moine ou je dirais la puissance mentale de l'officiant, etc., qui permet qu'il n'y ait pas de brûlure, c'est faux. Donc voilà, il fallait que je démontre ça. Donc avec un pari tout bête, hein, avec l'un de mes meilleurs amis, mon ami Georges Goldberg, il m'a dit pourquoi pas, vas-y. Donc je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait établi un record de 50 mètres. C'est et ça. Puis, donc on s'était dit ne soyons pas mesquins. 60. Voilà, on va se coller 10 mètres de plus. Donc bon, pourquoi pas, on peut pousser le challenge beaucoup plus loin. Et je vous dirais même que n'importe quel Africain, moi qui adore l'Afrique, je les vois, ils marchent tous pieds nus sur le sol, soit surchauffé par le soleil, 60 degrés. Juste une petite parenthèse, mais il faut comprendre que c'est le seuil thermique c'est le seuil de la brûlure thermique, d'accord, à différencier de celui de la douleur thermique, d'accord, qui est de 45 degrés. Donc n'importe quel Africain qui a l'habitude de marcher pieds nus à longueur de journée, etc., c'est pas 60 mètres qu'il sera capable de faire, mais 1 kilomètre. Là, c'est évident, d'accord. Donc pourquoi ? Parce qu'il a une bonne isolation grâce à une hypertrophie de la couche cornée du pied. Donc voilà. Maintenant, donc ce pari fou, c'était histoire de régler quelques comptes avec certains gourous. Donc certes, je l'ai fait.
mon pote m'avait dit, écoute, convoque la presse, etc. Le Guinness Book des records, oui, c'est ce que nous avons fait. Ça a été une très très belle, je dirais, ici à Gif-sur-Yvette, ça a été une très très belle soirée. Tout le monde était là, il y avait énormément de monde. Effectivement, mes élèves du club étaient tous, vraiment tous présents, même les petits avec leurs parents, etc. La minute de méditation, c'est comme si en fait nous étions dans notre dojo, parce que de façon traditionnelle, quand je donne mes entraînements, pour le salut, on a une minute, comme on appelle ça une minute de méditation. Bon, certes, on fait le vide en soi, on ne se peut à rien, on contrôle sa respiration. Je parle de respiration abdominale et non pulmonaire, d'accord, en début de cours et en fin de cours. Et en réalité, je leur ai dit, vous venez, je vais tenter d'établir un record, etc. Et ça sera exactement comme si on était dans un dojo. Donc, dans la salle de pratique des arts martiaux. Et on va garder cet état d'esprit. C'était un prolongement de l'enseignement que vous avez reçu. Exactement, exactement. Donc effectivement, je dirais que cette phase, et là, pour moi, ça a été extrêmement profond, parce qu'elle était indispensable. Elle était vraiment indispensable. Je ne pouvais pas, comme on me l'a proposé, pour certaines chaînes de télévision, émissions de télévision me l'avaient proposé, écoutez, est-ce que vous êtes capable de battre votre propre challenge, etc., moyennant des sommes sonnantes et trébuchantes. Voilà, même par une tentative, c'était pas ça qui m'intéressait. C'était pas ça du tout. Donc j'avais plusieurs choses au travers de pourquoi ce record. Moi, j'ai déjà dit, combattre un peu les gourous qui sévissent à gauche à droite, surtout quand ils sont à la tête de secte, d'accord. Prouver que finalement, oui, l'homme est finalement capable d'aller très très loin, de reculer ses limites, vraiment jusqu'à la limite possible et plus encore. Oui. On le sait. Alors, d'accord. Antoine Bagadi, une pause, on se retrouve dans quelques instants parce que là on est arrivé à un stade de la conversation où j'aimerais lancer ça sur un aspect beaucoup plus général et entendre ce que vous avez retiré comme fruit de ces différentes expériences sur une sorte d'échelle avec un curseur, jusqu'où va le normal, où commence l'extraordinaire et où commence le paranormal. On va en parler avec vous dans quelques instants sur Sud Radio. Dans Les Aventuriers de l'étrange, sur Sud Radio, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Bagadi, qui est auteur d'une biographie qui s'intitule « Se dépasser pour s'accomplir », sous-titre « Des expériences extrêmes à la portée de tous ». Attention, après quand même énormément d'entraînement, d'exercices préparatoires, ça ne se tente pas comme ça du jour au lendemain. Marcher sur des braises ou se plonger dans un lac à 2 degrés, dans une eau à 2 degrés pour épater la galerie, on risque d'y laisser sa peau. Donc soyez très très prudents. D'ailleurs, il y a un avertissement tout à fait judicieux au début de ce livre, nous sommes d'accord. C'est aux éditions Presse du Châtelet. Antoine Bagadi, parlons maintenant de cette, je l'évoquais tout à l'heure, de cette échelle avec un curseur qui coulisse pour comprendre votre conception en tant que scientifique et en même temps rompu aux exercices en arts martiaux. Où s'arrête le normal? Où commence l'extraordinaire? Et où commence le paranormal? Et vous nous direz ce que vous entendez par paranormal, la définition que vous donnez à ce terme. Donc l'extraordinaire commence où? On l'a bien compris, là, c'est avec le fait de comprendre comment est-ce qu'on peut marcher sur le feu. Bon, oui, entre autres. Moi, maintenant, je ne dis plus que c'est réellement extraordinaire. Bon, c'est faisable, c'est hors du commun, voilà. Mais je dirais que on reste encore dans le normal. Ah, pour vous, on reste encore dans le normal. Je dirais que, effectivement, si, pour ceux qui connaissent un peu les lois de la place Gauss, voilà, on établit une gaussienne, d'accord. C'est quoi une gaussienne? Oui, c'est une gaussienne, enfin, c'est une courbe. Ouais. Oui. Bon, je rentrerai pas dans les détails mathématiques. Je ne veux pas vous embêter. Mais, on établit une moyenne, d'accord. Bon, quel que soit, je veux dire, voilà, on va prendre un exemple qui touche beaucoup des parents. Contrôler le poids et la taille de leurs enfants quand ils grandissent. Voilà. Bon, on établit une moyenne, d'accord. Et certains enfants
bon, avec une plage, d'accord, qu'on appelle l'écart type à la moyenne. Voilà. Et quand l'enfant frise la partie supérieure ou la partie inférieure, bon, on commence à s'inquiéter un petit peu, surtout quand on est dans la partie inférieure. Bon, pour ce qui me concerne, je dirais que je parle là du normal, la limite entre le normal et l'extraordinaire, d'accord. Ouais. Je ne parle pas de moi personnellement, bien sûr. Mais donc, effectivement, je dirais que mes expériences m'ont conduit à être dans la partie supérieure, d'accord, de cette plage entre la moyenne et cette partie supérieure. Voilà. Okay. Bon. J'ai bien saisi. Voilà. Donc, mais ça fait encore partie du normal. Oui. Donc voilà. Bon. La limite du paranormal, c'est quoi? C'est que à partir du moment où je reprends cette expérience de marche sur le feu, par exemple, si au lieu de marcher sur ces 60 mètres, j'étais resté là, planté carrément au milieu sur ces braises qui ont été mesurées, il me semble, à 827 degrés. Si mes souvenirs sont bons, c'était en 1989. Eh bien, si j'étais resté là sans bouger sur les braises pendant 5 minutes et que je reprenais ma marche, là, effectivement, on serait rentré dans le domaine du paranormal. Oui, c'est-à-dire de la chose inexpliquée pour le moment. Voilà, qui aurait pu, enfin, effectivement, qui ne pourrait pas être expliquée avec les moyens scientifiques que nous avons actuellement, parce que la personne qui va rester, je dirais, mais même, enfin, je parle effectivement dans mon livre de la durée du contact, enfin, je décortique vraiment tout sur le plan scientifique, et il est évident que pour une pause, en tout cas du pied supérieur à 2 secondes, le contact sur la braise supérieur à 2 secondes, eh bien, il est évident que votre pied, vous allez en sortir un steak. Ben voilà. Maintenant, vous parliez donc du misogi, là, c'est en japonais, c'est-à-dire ce bassin d'eau glacée, d'accord, ou la takishuyo, c'est-à-dire la cascade d'eau glacée. Eh bien, il est évident que, bon, certes, je suis resté, enfin, c'est même pas un problème de performance. C'est effectivement reculer ses limites. Il y a des risques malgré tout. L'hydrocution, donc l'arrêt cardiaque, l'hypothermie, c'est fonction de la durée d'exposition au froid. Ça, c'est bien connu. Et du reste, l'armée française a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Et continue encore du reste. L'armée américaine encore plus avec des volontaires qui balancent carrément sur le pôle et qui laissent comme ça pendant des heures et qui disparaissent parfois. Donc, mais pour revenir à cela, c'est que effectivement, bon, une exposition de, je dirais, bon, allez, va 3/4 d'heure, 1 heure, une exposition bien sûr volontaire. D'accord, 3/4 d'heure, 1 heure. Bon, c'est encore réalisable. Ça veut dire repousser ses limites. Après, bon, il risque d'y avoir des problèmes. Pourquoi? Enfin, je parle du froid. Pourquoi? Parce que vous allez laisser quelqu'un pendant 5 heures, c'est terminé. C'est la mort cérébrale. Pourquoi? Parce que le sang le corps humain est tellement bien foutu que, en fait, pour maintenir cette température à 37 degrés, que va-t-il se passer? L'individu va déclencher le frisson. Quand vous déclenchez le frisson, ça ne veut pas dire du tout que vous avez froid, mais pas du tout. C'est parce qu'en fait, le corps est en train de réchauffer, donc, de façon, je dirais, c'est anarchique, ces mouvements corporels, musculaires, anarchiques, de façon, en fait, à maintenir la température du sang à 37 degrés, et ce sang va immédiatement je dirais, maintenir le cerveau à 37 degrés, qui est l'organe le plus important. Le cœur, il peut être à plus bas. Mais ça, on s'en fout. À la limite, c'est une pompe, c'est complètement mécanique. La preuve, on transplante maintenant un cœur. Je veux dire, depuis Barnard, on a fait des miracles à ce niveau-là. D'accord ? Mais ce qui compte, c'est de protéger le cerveau. Et vous laissez quelqu'un 5 heures dans la flotte, c'est fini. Je veux dire, c'est la mort cérébrale, Même s'il s'en sort, effectivement, il y en a qui s'en sont sortis avec des séquelles terribles. Oui. Mais là, donc là, si la personne, si la personne, au bout de 5 heures d'exposition dans un bain d'eau glacée, ou etc., s'en sort indemne, donc effectivement, là, on va commencer à se poser des questions. Et c'est là où intervient le paranormal, où on se dit, bon, la science n'arrive pas à expliquer. Oui. Vous relevez d'ailleurs une anecdote, un témoignage qui a été reporté
c'est aux États-Unis cet homme noir capable de prendre du plomb fondu dans la bouche, selon le rapport du témoignage évidemment, parce que c'est ancien, donc invérifiable, et de faire glisser entre ses gencives, comme on fait glisser de l'eau, à part que lui c'est du plomb fondu sans en subir aucune séquelle. Oui, alors bon, alors là, ça déjà cette anecdote est rapportée par mon ami le docteur Philippe Vallon, qui a préfacé postfacé mon livre. Certes, il y a eu des cas vraiment exceptionnels, hein, mais je veux dire, le cas particulier ne peut pas être le cas général, d'accord ? Oui, tout à fait. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la nature, il y a de manière naturelle des exceptions comme ça qui étonnent. Mais ça rentre dans le cadre toujours naturel. Oui, mais bon, ces exceptions, je dirais, sont vraiment exceptionnelles, ou alors, il faut quand même travailler dessus, hein. Je veux dire, moi, vous savez, en tant que scientifique, je ne suis pas vraiment cartésien, je suis pascalien. Pascal, donc Blaise Pascal, notre philosophe, notre physicien, etc., disait, écoutez, vous n'avez rien à perdre quant à croire à l'existence de Dieu, tout à gagner. Et le pari de Pascal, c'est ça, dans l'existentialisme. Donc, effectivement, à partir du moment où vous adhérez seulement à son raisonnement, vous qui n'êtes pas croyant, eh bien, lui va vous démontrer mathématiquement l'existence de Dieu. Je dis bien mathématiquement, au travers de son raisonnement. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Bon, donc je suis un petit peu, je dirais, dans l'état d'esprit, je suis plus pascalien que cartésien. Donc voilà, certes, cartésien, c'est quoi ? C'est vous avez une intervention chirurgicale, on sait votre taille, votre poids. Il y a une chance sur 1 million pour que que vous décédiez de cette anesthésique, d'accord ? On vous injecte votre dose et voilà, et puis ça se passe tout seul. Donc voilà, ça c'est être complètement cartésien, d'accord ? Donc voilà, la science est quand même importante à ce niveau-là. Oui. Mais je veux dire, dans l'état d'esprit, pourquoi pas ? Effectivement, ça peut exister. Ce noir du Maryland, effectivement, faisait couler du plomb comme ça dans sa bouche, etc. Du plomb surchauffé. Mais vous allez dans des chaudronneries ou autres, moi je ne l'ai jamais vu, mais je m'en doute vraiment que ces gens-là ont l'habitude de manipuler des choses constamment chaudes à longueur de temps. C'est également ce dont je parlais. L'exposition, la durée d'exposition, que ce soit au froid ou à la chaleur, c'est exactement pareil. Regardez les Inuits. Les Inuits qui vivent dans leurs igloos dans une température de moins 5 degrés. J'ai vu plusieurs reportages télévisuels, des documents télévisuels, où on voyait des enfants qui étaient à poil dans leur igloo à moins 5. Oui, et qui se trouvaient très très bien d'ailleurs. Voilà, exactement. Vous, n'importe qui, si on vous met à poil à moins 5, pas bon. à moins qu'il y ait une autre motivation, certes. Oui, non, mais là, pas bon quand même. Effectivement. Mais Antoine Bagadi, votre vision maintenant des différents phénomènes ainsi, vous avez envie d'en découvrir d'autres, de découvrir le mécanisme d'autres phénomènes qui paraissent extraordinaires. Il y a la marche sur le feu, il y a se plonger dans de l'eau glaciale. Quels sont les autres phénomènes que l'on pourrait mettre en parallèle avec ceux que vous avez étudiés de manière assez approfondie ? Alors, d'abord, il faut comprendre que l'origine, je dirais, de la découverte de ces ascèses, de ces pratiques, c'était effectivement au Japon. Oui. Il ne faut pas l'oublier. La démarche m'intéressait énormément parce que c'était dans l'état d'esprit philosophique et culturel, spirituel surtout, de ces maîtres de karaté qui méditaient sous des cascades d'eau glacée. D'accord, Tadano Sensei notamment, je ne vais pas raconter tous les... l'origine est là. Alors, effectivement, moi j'ai voulu aller beaucoup plus loin. Comme je vous disais au début de l'émission, j'aime beaucoup aller au fond des choses et comprendre les choses. Et les comprendre, mais de façon rationnelle, quoi. Je ne peux pas croire à des choses que l'on ne peut pas démontrer. Donc,
Certes, Il ne s'agit pas de croire, mais de se poser des questions. Se poser des questions. Bon, moi, je suis membre de l'Association française pour l'information scientifique. Nous aimons bien, chacun dans son domaine, démontrer beaucoup de choses. Vous savez, même mon ami Henri Brock avait lancé, donc à l'époque c'était le 3615Z, zététique, hein, et il proposait, je ne sais plus quelle somme, avec Gérard Majax pour toute tordre personne. Une petite cuillère enfermée dans une capsule de verre, hein, c'est ça? Pardon? C'était tordre une petite cuillère dans une capsule de verre. Oui, enfermée je ne sais plus. Enfin, verre, bon, je crois que c'était quelque les chose uns comme ou ça. les autres qui avaient des pouvoirs supranormaux pouvaient s'adonner aux expériences scientifiques d'Henri et donc dans son laboratoire et peut-être gagner le prix. Bon, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a démontré son pouvoir supranormal, donc c'est quand même très intéressant. Oui, mais est-ce que c'est une preuve en soi? Oui, c'est une preuve parce que je veux dire, qui pourrait être supérieur? Quel est l'homme qui pourrait, je dirais, qui aurait des pouvoirs paranormaux, je dirais, plutôt des capacités. Des capacités. Bon, je ne vois pas vraiment. Je vous disais bien au début de l'émission, nous sommes tous électro-biochimiques. C'est au moins notre égalité à ce niveau-là. Enfin, dans la vie sur Terre. Donc. Oui, mais de même qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus résistantes au feu, vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs vous en faites partie, visiblement vous êtes, si je puis me permettre, plus coriace au feu et à la douleur. Mais ça, pas vraiment une résistance au feu, non, je veux dire... Vous avez une capacité différente de celle de votre fils, de votre ex-épouse. J'apprends différemment, oui. Je dirais que j'ai un comportement peut-être au feu par rapport à... Oui, je l'appréhende différemment. Disons, de manière différente. Plus âgé, on sait tous faire du vélo, mais il n'y en a qu'un qui s'appelle Bernard Hinault, Eddy Merckx, Louis Ocaña, pour citer les anciens. Bon, donc ce qui fait que parmi tous les êtres humains, il y en a peut-être certains qui ont des capacités que nous n'avons pas, tout simplement. Une excroissance que d'autres n'ont pas. Je n'y crois pas vraiment parce qu'en fait il s'agit d'un travail. Je veux dire, ce n'est pas venu comme ça. Hein. Je veux dire, je ne veux pas faire d'autocentrage et de reparler encore de mon expérience, mais je vous parler des athlètes de haut niveau. Bon, effectivement, vous imaginez le travail qu'il y a derrière. Ah bah oui. Bon, ah oui. En espérant seulement que des Bernard Hinault ou des Louison Bobet ou les anciens, d'accord, qui ont fait le cyclisme finalement. Ne se soit pas dopé. Oui, oui, mais même avec du dopage, on ne transforme pas un âne en pur sang. Non, bien sûr, mais n'empêche qu'on augmente largement les performances. Malheureusement, on l'a prouvé. Or, le sport doit être quelque chose de sain du début. Hein, on dit bien mens sana, in corpore sano. Tout à fait. Revenons à nos moutons, non dopés si possible. Oui. Question pour conclure, Antoine Bagadi. Finalement, prenons un phénomène relativement courant dans les conversations, qui est admis comme existant chez certains scientifiques, comme n'existant pas par d'autres. Je veux parler de la voyance, à l'état sauvage ou voyance, ou des personnes qui ont la capacité comme ça de piocher des images dans l'avenir. Est-ce que ça pose question? Est-ce que vous pensez, de manière scientifique, je ne parle pas de croire, est-ce que vous pensez que ça n'existe pas, point barre, circuler, il n'y a rien à voir, ou est-ce que vous pensez, il y a quelque chose visiblement qui est intéressant, qui pose au moins question? Alors, moi, je vais vous dire tout de suite, d'abord, les voyants, je ne connais pas. Je n'ai jamais été consulté un voyant. Non, je pense. Non, mais que je veux dire de façon à bien situer les choses. Tout à fait. Donc, d'une part, d'autre part, alors là, les conseils que je donne surtout aux chômeurs, si vous intéressez un petit peu à la psycho, je vous assure, vous avez de quoi avoir un nouveau métier. Oui, non, mais envoyez pas les gens faire les escrocs. On a du mal déjà à lutter contre eux et à essayer d'éradiquer. Je sais bien, mais simplement ce sont des fins psychologues. Donc, à la limite, le voyant qui va vous lui présenter une photo et qui va décrire
plein de choses. Il a, je dirais, c'est exactement comme un pile ou face, 50% de chance, des lois de probabilité, 50% de chance de se planter. Simplement, quand il va réussir, là, il va mettre en évidence sa réussite. Quand il va se planter, il va pas en parler et il va tout de suite détourner la conversation pour je dirais masquer cette. Mais je ne parle pas du voyant professionnel. Je parle du phénomène de voyance en général et non pas d'un cas en particulier. Est-ce que scientifiquement vous pensez que ça pose question? Je ne parlais pas d'un cas en particulier. Hein, je parle du cas général. D'accord. Ouais. Bon. Maintenant, la voyance, maintenant vous me parlez de voyance. La voyance est un phénomène de société qui existe depuis la nuit des temps, de génération en génération. Ce qu'il faut comprendre, et ça vraiment il faut être terriblement objectif par rapport à ça, même si on a une dent contre les voyants, parce que les voyants, ce sont des escrocs qui cherchent surtout à gonfler leur portefeuille. Bon, il ne faut pas perdre de vue, et même un scientifique n'a pas le droit de perdre de vue que ce sont des phénomènes de société et ça sera incontournable. Ça existera toujours. Oui. D'accord. Donc, simplement, il faut vraiment être très très objectif par rapport à cette vision des choses, si je puis dire. D'accord. Bon, je vous dis, ce sont de fins psychologues. Quel est celui? Alors maintenant, je vais parler un petit peu d'autre chose. Bon, l'astrologie, les uns les autres. Enfin, tout ça, ça fait partie du côté mystique de notre société moderne. Hein. Quel est celui qui n'a pas été, même un scientifique, je dirais 95% de la population, a écouté au moins une fois son horoscope. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais là, on dilue je fais comme d'autres collègues très opiniâtres qui reviennent sans arrêt sur leurs questions. Je parle du phénomène de voyance, c'est-à-dire cette capacité que peut avoir un être humain à percevoir un petit bout d'avenir. Est-ce que vous pensez que ce phénomène existe, qu'il est intéressant de l'étudier ou qu'il n'existe pas, point? Alors ce phénomène est très intéressant à étudier. Je ne dirais pas qu'il n'existe pas. En réalité, un voyant, que voit-il? Nous avons tous à peu près le même avenir. Je dirais que quand on est, déjà, nous sommes condamnés à mort. D'accord. Ça oui. Bah oui. C'est la seule file d'attente où on laisse passer les gens devant, d'ailleurs. Oui, voilà. En gros, c'est ça. Déjà, non, mais je veux dire, il faut quand même le comprendre, ça. Ouais. Ensuite, notre vie, je dirais, notre vie dans le moule de cette société est sensiblement la même pour tous. Je veux dire, on nous rythme dans 8 heures par jour, dans 35 heures par semaine, ou peut-être plus. Maintenant, on nous propose, enfin bref, je veux dire, nous sommes tous concernés. Donc, le voyant a très peu de chances de se planter. Donc pour vous, c'est un phénomène qui n'existe pas? La voyance, non, mais c'est un phénomène qui existe parce que les gens vont consulter les voyants. Non. Je parle de cette capacité à attraper un bout d'avenir que l'on ne peut pas percevoir autrement que d'une capacité qu'on ne connaît pas, qu'on appelle voyance. C'est vraiment très facile de deviner l'avenir puisque, disons, statistiquement parlant, il est à peu près le même pour tout le monde. Oui. Ou il est en tout cas dans le même moule. D'accord. Donc, il est facile de le prédire. Alors, par contre, moi, je voudrais quand même revenir là-dessus. Je réinsiste, je réinsiste. Allez-y. C'est que le voyant, je disais, c'est un psychologue. Pourquoi? Parce qu'il est capable, je veux dire, de faire et d'entretenir cet amalgame confus de prévision, prédiction, tendance, et un amalgame confus et bien entretenu. Donc effectivement, c'est facile de brouiller les gens, de brouiller les pieds, parce que finalement, vous reposez sur la mémoire à court terme de ce que les uns ou les autres vont dire, d'accord. Et quand il va sortir, il aura une chance sur je ne sais combien de sortir une vérité, parce que ça ressemble à quelqu'un d'autre, à n'importe qui, à l'individu lambda. Alors effectivement, il va rebondir là-dessus et il va faire en sorte, c'est pour ça que je vous dis ce sont des fins psychologues, il va faire en sorte de s'attacher sur cette petite réussite et de fixer l'attention de son consultant, d'accord, pas son patient, mais enfin la personne qui vient le consulter, ou de son client, pour l'orienter en fait, l'absorber
psychologiquement parce Oui. que, vous voyez, Oui. j'ai réussi. Je vous ai démontré que c'était votre belle-mère qui vous en voulait. Donc, nous sommes, enfin, si je vous ai bien compris, ce phénomène de voyance n'existe pas. C'est de la psychologie et de la statistique qui fonctionne plutôt Alors, bien. la capacité de voyance n'a jamais été démontrée. N'a jamais été démontrée de façon objective et encore moins quantifiée. Oui. D'accord. Mais je parle bien de la capacité Oui, de voyance. oui. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, j'ai passé une heure absolument délicieuse. Oh, c'est déjà fini. Eh oui, Oh, c'est dingue, hein. oui, carrément. Ça passe à une vitesse. Franchement, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je vous réinviterai, si vous le permettez, Avec grand plaisir. pour parler d'un phénomène assez rare. Peu de livres de littérature existent sur ces particularités. Je parlais des combustions spontanées, que vous connaissez bien pour avoir étudié également. Absolument. Et donc, ce phénomène de très près. Et vous travaillez en collaboration souvent avec des tribunaux Oui. pour, en tant Des qu'expert, expertises. pour apporter votre regard. Antoine Bagadi, je rappelle que vous êtes l'auteur de cette biographie, donc, qui s'intitule Se dépasser pour s'accomplir. C'est aux Presses du Châtelet. Bouquin très, très intéressant sur la démarche d'un homme, vous en l'occurrence, et puis la découverte, le regard différent sur le karaté, contact, les arts martiaux et ce qu'ils peuvent apporter à chacun d'entre nous. Bonne fin de soirée et à très bientôt. merci, bonne soirée. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de la rediffusion des programmes de Sud Radio. On se retrouvera avec grand plaisir demain, 22h minuit, avec au programme, ne vous retournez pas, ne regardez pas autour de vous, vous risquez d'avoir un petit peu peur. Au programme donc, les maisons hantées et les poltergeists avec, je vous l'assure vraiment, des histoires à avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais vraiment, vraiment. Claude Lecouteux, professeur à la Sorbonne, vient de publier un livre à ce sujet. Il nous racontera des choses absolument extraordinaires. Et j'aurai le plaisir, en deuxième heure, durant la dernière demi-heure, de recevoir un vrai chasseur de fantômes qui s'appelle Eric Fearson. Fearson en anglais, vous le traduisez en français, ça veut dire le fils de la peur. Donc ça vous donne déjà l'ambiance, avec des histoires non moins passionnantes. En ce qui concerne l'émission de ce soir, si vous voulez entrer en contact avec ma première invitée, Jocelyne Roland, vous appelez Sud Radio, 05 61 63 20 20, on vous donnera toutes les informations nécessaires, ou vous écrivez par internet étrange@sudradio.fr. Je vous souhaite une excellente nuit. Rendez-vous demain pour les maisons hantées. Merci à Mathieu Viguier qui a réalisé cette émission, Pierre Massias qui m'aide à la construire, et bonne nuit. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio.